Bonjour à tous, bonjour YouTube. Je m'appelle Baptiste, je suis développeur mobile sur Android. Je fais des vidéos qui traitent de sujets, de Kotlin aussi, de Firebase, de librairies et de plugins. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce. En attendant, aujourd'hui, on est là pour parler d'injection de dépendance avec Dagger et Hilt. C'est un sujet particulier, donc j'ai décidé de le découper en deux vidéos. Lors de cette vidéo, on va parler un peu plus de théorie sur l'injection de dépendance. Je vais dire aussi DI dans la vidéo, donc ça veut dire Dependency Injection. Et dans la prochaine vidéo, on va l'appliquer à notre projet avec Dagger et Hilt. Et ben allez, on démarre! Quand on entend injection de dépendance, on peut avoir tendance à penser aux dépendances qui sont sur notre projet, celles qu'on va retrouver dans notre fichier build.gradle. Alors, il ne s'agit pas du tout de ça, et on va comprendre ensemble pourquoi. On va prendre un exemple avec deux classes, une classe A et une classe B. Elles sont séparées, elles font chacun leur métier, mais on peut penser qu'une classe A va dépendre d'une classe B tout de même pour fonctionner. Le corollaire de ça, ça va être que la classe B est une dépendance de la classe A. Donc si elle évolue, peut-être que ça va influer sur la classe A. Dans la pratique, on pourrait prendre l'exemple d'un repository qui dépend d'un client HTTP pour récupérer des données qui sont sur un serveur. Le client HTTP devient alors une dépendance du repository. De ce repository-là en particulier, mais on peut en imaginer plusieurs. Repository pour récupérer des données de santé, pour récupérer des villes, des sons, des images. On peut avoir un client HTTP par repository. C'est le rapport qu'il y a entre l'un et l'autre. Et on va voir ce qui va amener à l'injection de dépendance. En programmation objet, une classe est censée ne faire qu'un certain nombre de fonctionnalités. Ce sont ses responsabilités à elle. Elle s'appuie sur d'autres classes qui vont avoir aussi leurs responsabilités pour fonctionner, mais normalement c'est séparé. Par exemple, le client HTTP ne fera pas de traitement sur les valeurs. Il va juste récupérer ces données. Et l'injection de dépendance, ça s'appuie sur le fait que la classe A n'est pas responsable de ce que fait la classe B et n'est pas censée le construire ou rechercher cette dépendance. La classe A est censée, on est censé lui fournir une classe B, peu importe quelle est cette classe, tant qu'elle fait son travail, ses fonctionnalités, ses propres responsabilités. C'est là où on va avoir le principe d'injection de la classe B, de la dépendance classe B dans la classe A. Ou l'injection, par exemple, pour reprendre celui-là, l'injection du client HTTP dans notre repository. Ok, comme ça paraît simple. On va voir avec un petit bout de code comment ça fonctionne. On se retrouve sur Android Studio. Dans mon exemple, j'ai créé un téléphone qui a besoin d'une caméra et d'un écran pour fonctionner. Le téléphone est responsable de la création de la caméra et de l'écran et il va les utiliser. Ça, c'est un cas basique. Mais en théorie, quand on construit un téléphone, on n'est pas censé construire une caméra et un écran en même temps. Ces éléments devraient plutôt être fournis au téléphone. On imagine dans l'industrie que quand on construit un téléphone, on doit à chaque téléphone construire un écran et une caméra sur la même ligne de production. C'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. On va avoir des caméras qui sont créées à côté, dans une autre usine, et des écrans dans une autre usine, et ensuite on les fournit lors de la création du téléphone à l'usine qui crée les téléphones. Donc dans notre exemple,
le téléphone va prendre du temps pour créer la caméra et créer l'écran à la création du téléphone, alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Et pour aller plus loin, on peut aussi penser qu'à la construction d'un téléphone, on veut pouvoir changer l'écran ou changer la caméra plutôt que d'en avoir un qu'on construit nous-mêmes par défaut à chaque fois. Ça va permettre d'externaliser le travail ailleurs pour avoir une caméra ou un écran qui fonctionne, mais qu'on va pouvoir changer tant qu'il correspond à ce qui était attendu, ou on va pouvoir prendre une photo par exemple pour la caméra ou afficher quelque chose pour un écran. Donc on va faire la modification ensemble, et vous allez voir c'est assez basique, mais c'est ça la base de l'injection de dépendance. Donc ce qu'on va faire ici, c'est déplacer ces deux éléments dans le constructeur du téléphone. Et il y a vraiment un bénéfice à déporter ces deux éléments dans le constructeur. On va pouvoir lui fournir n'importe quelle caméra ou n'importe quel écran, tant que ça correspond à ce qui est attendu par une caméra ou par un écran. On va pouvoir créer ces caméras et ces écrans en dehors de la création du téléphone, peut-être avec une factory. Et aussi, la construction d'une caméra ou d'un écran n'est plus directement dans le téléphone. Donc, un autre développeur va pouvoir toucher à la construction de la caméra ou de l'écran sans que ça n'impacte sur notre classe. Et d'un point de vue test unitaire, on va pouvoir injecter des mocks de caméra ou des mocks d'écran dans le constructeur du téléphone. Ça va permettre d'anticiper un peu les comportements si on veut tester unitairement le téléphone. La responsabilité de la classe téléphone n'est plus de créer la caméra. Donc on sépare les responsabilités. Ça paraît simple comme ça, mais en vrai, l'injection de dépendance, de façon théorique, n'est pas beaucoup plus compliquée que ça. On utilise souvent de l'injection de dépendance quand on passe des paramètres à un constructeur ou qu'on utilise des setters. C'est à ce moment-là qu'on fait de l'injection de dépendance. Mais alors, pourquoi c'est nécessaire de le faire aussi sur Android avec des librairies ou des patterns? Simplement parce que le cycle de vie et l'utilisation des classes du framework Android est un peu compliqué. Les classes Android sont instanciées par le SDK, les activities, les services, les receivers, les workers. Donc, on n'a pas la main sur les constructeurs. C'est pas très simple de le faire, mais il y a des librairies ou des patterns qui vont permettre de mettre ça en place. Plus connus sont Dagger et Hilt, mais il y a aussi Codein, Coin, ou un pattern qui s'appelle Service Locator. On va voir ça dans la prochaine vidéo. On va le mettre sur notre projet et voir comment fonctionnent Dagger et Hilt avec ces annotations. Tout ça, ce sera dans la deuxième partie de la vidéo, donc je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne ou à aller checker, elle est peut-être déjà disponible. J'espère vous avoir appris 2-3 petites choses. En attendant, codez bien et à la prochaine. Ciao!